très intéressant. Donc à voir si tout passe bien. Donc je suis juste en train de vérifier si ça fonctionne. A priori oui, il y a un gros temps de latence sur YouTube. Donc voilà, maintenant je suis sûr d'être en direct. Donc on y va, on attaque le dur. On attaque tout de suite le calendrier boursier parce qu'il est important aujourd'hui. À 11 heures, on a l'IPC annuel de la zone euro. Donc dans le climat actuel de tension sur les taux et l'inflation, c'est super important. On l'attend en hausse à 1,8% annuel. On va voir ce que cela donne. Et puis surtout, c'est ce qui va nous motiver toute la journée. Ça va être attendre 20 heures les minutes de la Fed, le compte rendu de la dernière réunion du FOMC. Alors ce n'est pas la réunion du FOMC, c'est les minutes de la Fed, mais c'est vraiment le compte rendu. On voit toutes les discussions qu'ont pu avoir les membres, les décisions, les votes. Donc ça permet de voir s'il y a des désaccords entre les membres du FOMC, s'il y avait une très large majorité pour ne pas remonter les taux, s'il y a certains membres du FOMC qui commencent à s'inquiéter, qui parlent d'une remontée des taux. Donc ça va être extrêmement lu. Ce rapport, ces minutes, cette déclaration, le rapport général de l'Assemblée des copropriétaires de la Fed. Parfois, c'est moyennement important. Là, c'est quand même, vu le climat de tension qu'il y a sur les marchés, ça vaut le coup de faire attention. Voilà, donc à 20 heures, ça tombe. Les algorithmes vont décrypter les mots en moins de quelques millisecondes et les bougies vont partir dans tous les sens. Et puis après, dans les 2-3 minutes qui suivent, on a les lecteurs humains qui vont repérer les mots-clés et voir si ça a de l'importance. Donc attention, à 20 heures, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, on va attendre ça un peu toute la journée. Entre 19h45 et 20h, il ne va plus avoir d'activité. On a l'impression que la bourse sera morte. Dans les 3 minutes avant 20h, les liquidity providers vont se retirer sur les carnets d'ordre. Les traders sérieux, professionnels vont se retirer. Vous avez un assèchement du carnet d'ordre. Le bid et le as vont considérablement augmenter. Il va rester un lot par-ci, un lot par-là. Et puis à 20h, boum, ça peut partir dans tous les sens. Alors c'est normalement beaucoup moins violent que la décision du FOMC suivie du discours. Là, il balance juste le pape-là et puis c'est tout. À surveiller quand même, il y a un membre de la Fed qui va parler à 17h35. Il fait un discours, donc voilà, si ça bouge un peu entre 17h35 et 18h, c'est peut-être lui qui a glissé une info. Mais ce qui est important, voilà, si vous tradez aujourd'hui, un petit peu le matin, et plus on se rapproche des 20 heures, et plus il faut être prudent, parce que tout le monde va être dans l'attente, donc les volumes vont s'assécher, et puis on risque d'avoir des bougies un peu bizarres qui peuvent partir, et c'est une journée en fait qui teste la patience des traders, et tout l'enjeu de la journée sera de ne pas faire un trade d'ennui. On ne sera pas du tout dans le trade d'impatience, on sera dans le trade d'ennui avec une volatilité qui risque de s'écraser. Voilà, ça va peut-être bouger de 9h à 9h30, peut-être 10h, et puis après, plus grand chose. Mais on a quand même la statistique de 11h en Europe qui pourrait secouer un petit peu le cocotier. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une journée de moine zen de 8e niveau. C'est attendre et peut-être passer son premier trade après 20h et peut-être même ne passer aucun trade dans la journée, c'est pas grave du tout. La bourse sera ouverte le lendemain. Nous peut-être pas, on mourra peut-être dans la nuit, mais la bourse en tout cas elle sera ouverte. Donc la patience, aujourd'hui c'est vraiment la patience qui va payer plus que être en position. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les petites notifications, à mettre des pouces, c'est toujours super encourageant pour vous proposer ce contenu sans publicité et gratuit. Voilà, j'ai fait mon speech. Maintenant, on attaque l'analyse technique. Alors, on va commencer par tous les indices européens. Alors, CAC 40, c'est ça qui a été intéressant. Il a eu
Il nous a fait un record historique. Alors CAC 40 c'est particulier parce que l'indice baisse un petit peu, j'allais dire naturellement. Chaque fois qu'il y a un dividende, le dividende est retiré de l'indice. Vous avez un indice où vous avez le CAC 40 où on a conservé les dividendes. C'est le cas de tous les autres indices mondiaux. Le CAC 40, il y en a peut-être un ou deux autres, ça ne me revient pas en tête. C'est vraiment une exception. Tous les dividendes sont retirés. Quoi qu'il en soit, record historique sur le CAC 40. Record historique sur le DAX 30, sur la bougie entre 9h et 9h15, record historique sur le DAX 30. Et pour l'Eurostoxx, on n'était pas sûr du record historique, on est passé pas loin quand même, à quelques chouïas à 3, et on va dire 3 points près. Donc les indices européens sont partis en flèche. Et il y a eu des prises de bénéfices, hein. C'était un peu ce que je vous avais dit sur les records historiques. Attention, on pourrait peut-être avoir des prises de bénéfices. Je ne pensais pas qu'il y en aurait eu autant. Et on a atteint hier effectivement tous les points bas que j'avais repérés, mais je ne pensais pas qu'on y serait allé aussi vite. Donc on a eu bien un rebond sur la R1 mensuelle sur le CAC 40. Et on a aussi eu rebond sur la middle R1 mensuelle sur le DAX. Voilà, c'était à peu près les deux trades sécurisés à l'achat sur le CAC 40 et le DAX à prendre. Bon, l'Eurostock, lui, il a mis beaucoup plus de temps avant d'aller chercher sa middle S1 mensuelle et de rebondir. Donc, vous voyez, dans les moments de tension, les pivots qui fonctionnent exceptionnellement bien, c'est les pivots mensuels, parce qu'on a beaucoup de monde sur ces niveaux-là. Et là, systématiquement, ils ont tous fonctionné sur les indices européens. Ensuite, on a les supports de la semaine qui sont intéressants. On le voit ici sur l'Eurostoxx. Mais les supports journaliers, voilà, on les a en guise de repère, mais c'est pas les niveaux que l'on attend en fait vraiment. Quand il y a de l'amplitude, de l'inquiétude, on va taper du mensuel tous les jours, et c'est ce qui s'est passé depuis le début du mois de mai. Alors sur le CAC 40, là c'est intéressant, il fonce pile, il vient juste de rebondir il y a quelques secondes, il y a très précisément 5 minutes, sur le plus haut du mois précédent. Alors effectivement, ça peut être une zone de repli pour le CAC 40, une petite zone de rebond. Le problème, c'est qu'on touche cette zone-là des 6300 en pré-market. Donc c'est une zone qui risque d'être extrêmement fragile à 9h à l'ouverture de la bourse. Donc si la vague de baisse continue, personnellement, je ne traderai pas cette zone-là. On peut la traverser comme du beurre, et plutôt aller chercher, aller surveiller la zone sur la middle R mensuelle, un petit peu en dessous, sur la zone des 6250. Ça me paraît quand même ici, on a un support 1S 6230, 6250, pour freiner une vague de baisse, ça peut être pas mal. Mais là vraiment, on a eu 3 belles journées de hausse qui nous a fait atteindre un record historique, et puis là on commence à avoir en construction une bougie de baisse. Alors ça touche un peu tous les indices, hein, surtout les indices européens, parce que c'est eux qui sont au taquet, et puis un petit peu dans un rouge pas très méchant encore sur les indices américains. Sur le DAX, petit rebond, lui pile sur son point pivot mensuel, mais même constat, exactement le même constat que pour le CAC 40. Même si c'est un niveau 250, c'était le niveau aimant, hein, ce 15 250, je vous en parle depuis le mois d'avril, c'est vraiment, on revient systématiquement dessus. Quand on passe un peu au-dessus, on revient dessus, quand on passe un peu en dessous, on revient. Donc là, pour moi, c'est ni à entrer à l'achat ni à entrer à la vente, c'est vraiment le niveau de l'équilibre de la force, la stase. Et donc, je vais attendre de voir de quel côté la force, côté obscur ou côté lumineux, bascule, pour éventuellement qu'on ait un retour quelques jours plus tard sur ces 15 250. Mais là, je n'interviendrai pas. Je mettrai juste une alarme sur les 15 100. Pourquoi pas? On peut reperdre un petit pourcent. On arriverait sur le DAX. Alors c'est un petit peu dans les moins 2%. C'est quand même pas mal. Mais ici, sur la middle S1 mensuelle, il pourrait peut-être avoir
de quoi travailler. Et puis le plus bas du mois précédent à 15 028 qui a super bien marché, et à tester, à voir aussi si on atteint. Là, plutôt orientation plutôt pessimiste, hein. Il y a beaucoup de choses qui baissent. Dans la nuit d'ailleurs, on a eu, j'ai posté sur le forum, on a eu le Bitcoin qui s'est rapproché des 40 000 $, là il les a même cassés. Donc en quelques heures, hein, en 36 heures, on est passé de 55 000 $ à 40 000 $ sur le Bitcoin pour l'effet de deux choses très simples. Elon Musk qui a dit qu'il n'utiliserait plus le Bitcoin pour Tesla, donc le côté girouette et un petit peu manipulation de marché. Et puis surtout, c'est ça qui a créé, j'ai tweeté aussi hier soir, quand la news est tombée, les autorités chinoises qui répètent que il est interdit aux institutions financières chinoises d'utiliser sous quelque forme que ce soit le Bitcoin. Et donc là ça a mis une claque dans la nuit très 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 nette, hein, parce qu'on a cassé là les 40 000 $. Alors je sais que les autorités chinoises depuis 2017 disent la même chose. La seule différence, c'est la façon de le dire, parce que là ils l'ont dit de manière extrêmement ferme, en tapant un peu du poing sur la table, en sous-entendant que s'il y en a qui continuaient, ils pouvaient aller en prison. Alors la prison chinoise, c'est un peu des camps de redressement. Donc là, ils ont mis une petite limite, et les marchés ont mis un peu de temps à réagir, à comprendre, en disant ils l'ont déjà dit. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et ce qui est important aussi de voir, c'est l'effet de temps. C'est-à-dire que, comment vous dire, vous pouvez avoir par exemple une loi en France qui est votée à l'Assemblée nationale, les médias en parlent pendant 15 jours, ça excite tout le monde et tout le monde pense que la loi, ça y est, on l'a votée à l'Assemblée nationale, elle existe. Alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a certaines lois qui n'ont jamais été promulguées au journal officiel, et donc on en a parlé, elles ont été votées par le Parlement de manière démocratique et elles n'ont jamais été activées. Personnellement, moi, quand j'étais prof, il y avait une loi qui concernait les fonctionnaires qui démissionnaient, qui pouvaient partir avec 2 années de salaire. Ça tombait bien, je voulais partir. J'ai dû attendre, j'ai dû rester 16 mois de plus dans l'éducation nationale entre la loi et le décret d'application publié au journal officiel et le bulletin officiel de l'éducation nationale pour valider la loi. C'est-à-dire qu'il y avait même trois strates. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Quand les autorités chinoises disent quelque chose, il y a un laps de temps avant l'application, mais là, ils y sont allés un peu fort, et donc on a le Bitcoin qui a cassé les 40 000 $. Pourquoi ? Rappelons quand même que la Chine, c'est selon les données démographiques, entre 20 et 22% de la population mondiale. Donc c'est un marché absolument énorme. Imaginez demain que l'action L'Oréal, que les produits L'Oréal, pour une raison obscure, soient interdits en Chine, l'action s'écroule, hein. Il faut voir ce que peut représenter en tant que consommateur actuel pour L'Oréal le marché chinois, et surtout en tant que marché d'avenir potentiel, avec 300-400 millions de personnes qui vont sortir de la pauvreté, qui vont atteindre la classe moyenne, qui vont pouvoir s'acheter des rouges à lèvres. C'est à peu près la population de l'ensemble de l'Union européenne qui, si tout se passe bien, dans 5-6 ans, va être des nouveaux consommateurs en Chine. Nous, en Europe, on n'est plus un marché dynamique, hein. On est un marché... on n'a plus de toute façon de croissance démographique, hein. C'est d'ailleurs un problème, on en parle en ce moment, même si ça surprend pas les démographes, hein. C'est la seule science qui est vraiment intéressante, c'est la démographie, parce qu'à 25-50 ans, c'est extrêmement précis, hein, c'est extrêmement précis. Donc on a un marché vieillissant qui ne va pas croître, tandis que la Chine, l'Inde et tout, c'est les marchés des 50 prochaines années. Si on n'est pas dessus, on est mort. Donc le Bitcoin out sur la Chine, donc c'est pour ça que il se prend une grosse baffe en très peu de temps. J'en reviens à mes indices, excusez-moi pour la parenthèse Bitcoin. Voilà, c'est comme j'ai pas de script, comme j'ai pas de scénario, comme j'ai pas de prompteur, comme j'ai rien du tout, à l'instant où j'appuie sur le bouton pour commencer la vidéo, je ne sais absolument pas
où ça va m'amener. Peut-être qu'un jour on parlera des charges des hussards de Napoléon, du moment où il y a un lien logique, voilà, ça défile. Je ne savais pas du tout, je vais vous parler du Bitcoin, voilà, ça m'est passé comme ça. On va revenir donc à nos indices plutôt européens. Donc voilà, on voit aussi en plus la réaction sur le point pivot mensuel, même si c'était la nuit, des toutes petites bougies bien courtes, on sent pas d'énergie, pas d'envie. Ça c'est, mais c'est normal, on va quand même attendre 20 heures. Sur l'Eurostoxx, alors lui, il a plutôt un signal encore plus inquiétant sur l'Eurostoxx, c'est qu'il a cassé sa middle R1 mensuelle sur lequel il pouvait s'appuyer, il est déjà en dessous, donc s'il continue à débouler, il va aller chercher son point de pivot mensuel qui est sous les 3950, il y aura peut-être une petite résistance, mais on peut aller chercher les 3935, 36 au contact du point de pivot mensuel. En plus, ce ne serait pas une baisse énorme, on reviendrait à peu près sur les niveaux du 12 mai, donc mercredi 12 mai, il y a pile une semaine. Plus intéressant, parce qu'un petit peu plus dynamique, je pense, aujourd'hui, ça va être les indices américains, d'autant plus qu'à 20h, il y a une news qui les concerne, enfin une news, un compte rendu qui les concerne, les minutes de la fête qui les concerne d'autant plus. Dow Jones. Alors, on n'a pas été sur les plus hauts historiques, on est bien passé au-dessus de la middle R1 mensuelle, et puis ensuite on a eu un lent mais sûr affaissement petit à petit. Et c'est ça là qui m'intéresse beaucoup, c'est le dernier quart d'heure. Donc je dis souvent aux États-Unis, faites attention, le 21h45, 22h, il peut se passer tout et n'importe quoi, tout simplement parce que beaucoup de traders se sont barrés, que vous avez des logiciels d'auto-liquidation dans les fonds, dans les hedge funds, pour ne pas être positionné overnight. C'est du day trading pur, donc à partir de 21h45, ils doivent sortir leur position. Si c'est l'auto-liquidation, c'est même l'informatique qui prend le pas sur les traders physiques, et il faut absolument que la position soit flat sur le hedge fund pour qu'il puisse bien dormir et puis reprofiter d'une opportunité le lendemain. Et là, on a eu vraiment une belle glissade de près de 200 points sur le Dow Jones. On a cassé les 34 000 et on voit ensuite, après ça fait 22h15 des futurs américains, puis ça rouvre entre 22h30 et 23h pour rouvrir ensuite, comme vous voyez là, à minuit, et on n'a pas réussi à rattraper cette baisse. On en est loin. Là, on a l'impression que le plus haut du mois précédent, il est très 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 loin, alors que on a perdu comme ça finalement plus de 250 points en très peu de temps, et on ne les a pas récupérés cette nuit. Donc moi, c'est quand même un signal plutôt négatif sur le Dow Jones, avec la middle S1 de la semaine qui pourrait faire peut-être appui, puis elle est pas mal en termes de positionnement sur des niveaux symboliques. On est sur les 33 750, donc là je vais me mettre des alertes pour voir si on en va sur les 750. Si on rebondit, tenter, idéalement essayer d'acheter un petit peu en dessous des 750, et peut-être aller voir si ça ne revient pas sur les 33 800, essayer de se grignoter une cinquantaine de points. Et s'ils veulent préserver la tendance haussière et tout, ils peuvent remonter sur la middle R1 mensuelle. Ce qui est important, c'est ou être au contact des 34 000 ou être au niveau de la middle R1 mensuelle, 33 950. Et là, c'est pas une baisse massive et forte. On a quand même eu un avertissement. Regardez, c'est ces deux bougies-là du mercredi dernier et de jeudi dernier. Alors après, on a très bien remonté. Mais là, on est déjà sur seulement du moins 0,34, mais sous les supports. Donc, c'est pas un bon signe. Rentrer à l'achat, ça paraît difficile. Il faut mieux attendre que ça descende. Se mettre à vendre, c'est un petit peu, on va dire, couillu ou fou avant 20h et les minutes de la Fed. Mais en tout cas, voilà, on sent que c'est plus un marché qui est enthousiaste. On revient à peu près sur les niveaux d'avril où on a stagné. On pourra peut-être se positionner sur ces niveaux-là et puis attendre de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'inflation, tout ça. Même scénario pour le Nasdaq. Je vous l'ai dit, je crois rapidement,
plutôt le plus bas du mois précédent qui m'intéresse, la zone des 13 100, voire la zone des 13 000 si on revient dessus. On a une belle réaction quand on est passé sous les 13 000. Ici, on a repris 400 points, mais c'est pas bon signe que l'on revienne dessus. Là, par contre, si on casse les 13 000 points, voilà, on voit nettement ici, si on casse les 13 000 points, on peut aller chercher les 12 700, 12 750. Je pense en très peu de temps, en une journée ou en une séance, on peut aller chercher le support 2 mensuel. Donc là, vraiment, ce qui va inquiéter les traders sur le Nasdaq, c'est vraiment sauver cette zone-là, middle S2 mensuel, 13 000. Comme ici, hein, on a été ici, c'était jeudi, voilà, avant le rebond de vendredi, on a été chercher les 13 906, à peu près de 905 de mémoire. C'était juste, on sentait que ça se jouait à peu de choses, et finalement on a eu ce rebond. Mais quand on regarde les bougies, techniquement, on a vraiment un canal baissier qui se dessine. Ici, on a une réaction, j'allais dire pas si classique, en bas du canal. Et si on se met à tracer là, alors je ne les ai pas mis pour tracer, mais vous le voyez bien. Ici, on a finalement un haut du canal qui s'est dessiné et un reflux. Donc, si on reste dans ce canal-là, c'est pas déconnant d'aller chercher les 12 700, 12 750 pour arriver à nouveau en bas du canal descendant. Voilà, seul espoir pour maintenir cette tendance, je dis, c'est un peu cette zone-là des 13 100, parce que si on prend appui et qu'on rebondit, on peut aller à nouveau chercher le support à mensuel et peut-être repartir sur la middle SA mensuelle. Et là, ça ferait un signal technique d'invalidation du canal. Si comme ça, on baisse un peu, on prend appui sur un support et on remonte nord et on pète le canal baissier, là, ce serait plutôt un signal, il faut rentrer à l'achat. Mais on le saura d'ici la fin de la semaine, c'est très clair. Dernière petite info sur le S&P 500. Alors pour moi, graphiquement, c'est celui qui va le plus mal. S'il ne réussit pas à intégrer le point pivot mensuel, à se stabiliser dessus pour la séance américaine et avant 20 heures, ça devient un petit peu inquiétant parce qu'on a vraiment une aspiration poussée vers la middle SA mensuelle qui est quand même 1% plus bas. Donc là, il joue un petit peu sa survie, le S&P 500. Voilà, j'ai 2-3 petites choses à vous rajouter. Je me suis juste perdu dans mes trucs. Voilà. Donc, si je résume, ça va être une journée d'attente. Ne faites pas de trade d'ennui. Ça, là, votre patience va être mise à rude épreuve. On va se taper des périodes de range de 1 heure, 2 heures, peut-être 3 heures, où ça va varier selon les indices, de 10 points à 30 points en étant large. Ça peut varier de 0,10%, 0,15%. Donc là, c'est pas le moment de rentrer en position. Tout le monde attend de voir ce qui se passe. Les premiers qui rentrent en bourse, c'est généralement ceux qui sont décapités. Hein. Donc c'est un petit peu comme à l'armée, si vous voulez. Vous ne vous portez jamais volontaire pour être éclaireur. Voilà, les éclaireurs, ceux qui se prennent les embuscades en pleine gueule. En fait, on envoie les gars pour voir où est l'ennemi. Et quand on leur tire dessus et qu'ils crèvent, on sait où est l'ennemi. Il dit merde, l'ennemi était là, on s'y attendait pas. Sur la colline, voilà. Et la patrouille, ils sont tous morts. Oui, ok, mais bon, ils ont fait leur boulot, on sait où ils sont maintenant. C'est un petit peu ça. Donc, quand il n'y a pas de volume, quand on est sur un range, ne soyez pas un éclaireur, ne prenez pas des positions. Voilà, les autres traders, ils attendent de voir par où ça part et qui se fait massacrer. C'est être très lâche, la bourse, au final. On n'est pas les plus forts, nous, du tout. On passe pas des milliards, on passe pas des dizaines de milliards, on n'est rien du tout. Donc, pour donner une image, je sais pas, c'est la lâcheté de la cour de récréation en collège ou au lycée, quoi. Il y a deux gros qui se battent, et puis nous, on n'intervient pas parce qu'on n'est pas fort, mais on regarde qui va gagner, et puis on va être du côté du gagnant. C'est ça le but du jeu en bourse, c'est pas être intelligent, c'est pas être fort, c'est pas être courageux. Le courage en bourse ou le panache en bourse, ça vous conduit à des comptes qui explosent, et pas dans le bon sens. Voilà, c'est être lâche et puis se dire j'attends. Voilà, j'attends que les Gozilla et je sais pas quel autre monstre se mettent d'accord pour aller dans un sens, ou que les acheteurs fassent crever les vendeurs, et dans ces cas-là je me mets acheteur pour essayer de profiter un petit peu
du cours, de la tendance, une fois qu'elle a été dessinée par des gros. Essayez de voir ça de manière positive. C'est pour ça que ce qui va nous faire gagner de l'argent, c'est d'attendre. C'est d'attendre et de voir vraiment où est le rapport des forces. C'est pour ça que j'utilise les points pivots, parce que c'est des zones clés de rapport de force. C'est des zones clés où quand on a une phase de baisse, si on arrive sur un point pivot mensuel, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir une contre-attaque des acheteurs. Donc je le dis toujours, attention, c'est quand je vous dis là, cette zone-là, 250 peut être intéressante, j'achète pas du tout à 250. Quand on arrive dessus, je prends mon thé vert, je regarde ce qui se passe, et si je vois qu'il y a un rebond qui me paraît violent qui commence, je rentre. J'ai pas anticipé. J'essaie pas d'acheter au bon moment. J'attends de voir s'il y a une contre-attaque des acheteurs, et si elle me paraît violent, je rentre en me disant bah va peut-être continuer un peu et je vais pouvoir gratter quelques points sans avoir été un éclaireur du tout, sans avoir déblayé le chemin. Laissez les autres déblayer pour vous en bourse, laissez les autres perdre de l'argent ou en gagner, mais laissez les autres prendre des risques pour vous. Et quand ils ont créé le boulevard, bah voilà, vous êtes dans l'arrière-garde, et puis vous y allez tranquillement, et ils ont déblayé tout, quoi. Ils ont sauté sur les mines, mais pas vous. Donc c'est un peu le but. Et là, c'est une journée où ce qui vous fera gagner de l'argent ou ce qui vous fera ne pas en perdre, c'est d'être surtout patient. Voilà. Je vous quitte. Mais avant, je n'oublie pas de vous dire de vous abonner à la chaîne YouTube, s'il vous plaît, de mettre des pouces, c'est super super encourageant. Et puis on se retrouve demain, 8h, en direct. Et puis on aura pas mal de choses à dire, parce qu'on aura eu les 2 stats importantes du jour qui seront passées. Et on aura fait le point d'infos pour les prochaines semaines, prochains mois sur l'inflation. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Ciao à tous.